cadre de nos reportages Découvertes et connaissances du monde et sous l'égide du Commissariat général à la culture française, Jacques Séguéla et Jean-Claude Boteau vous donnent un aperçu de leur voyage d'études autour du monde en automobile. La Terre en rond. 1958-1960. En 1959, deux étudiants du sud de la France, Jean-Claude Boteau et Jacques Séguéla, se lancent dans le premier tour du monde en 2 chevaux, 100 000 km à travers 5 continents, 50 pays et 8 déserts. De Paris au Cap, de Rio à San Francisco et de Tokyo à Paris, une épopée chaotante et riche en péripéties qui va durer 2 ans. De quoi changer une vie. Donc en 58, je suis parti faire le tour du monde avec Séguéla. En fait, avant, on l'a quand même préparé. On est parti juste après notre bac, donc en 54-55. On est fait l'été 54. On est parti faire Perpignan, Bagdad, Karachi. Parce qu'on habitait Perpignan, on s'est connus à Perpignan à l'âge de 6 ans. Séguéla était déjà à Perpignan. Mes parents sont arrivés pendant l'exode. Et en 40, et puis c'est la limite du quartier gitan de Perpignan, donc un peu dur, un peu du rail. Puis j'ai vu un gamin qui avait l'air moins gitan que les autres. J'ai dit, est-ce que tu veux être mon ami? Il m'a dit oui, et puis voilà, on est restés des amis depuis cette époque-là. Dans un précédent voyage qu'on avait fait, on avait fait une espèce de petite penderie où on mettait des costumes blancs, et là on a repris la même idée, de manière, on s'est dit, si on est invité dans une soirée avec des jolies filles, eh ben on pourra quand même se saper et être correct, quoi. On pensait plus aux jolies filles qu'aux consulats et aux ambassades d'ailleurs. Donc c'était la 375 et la 425 n'étaient pas encore sortis, ou de sortir. Enfin, on a eu le 375. On a eu beaucoup de mal avec Citroën parce que Citroën, à l'époque, il faut pas oublier que la 2 chevaux, il y avait 1 an et demi d'attente pour avoir une 2 chevaux. C'était la queue, quoi. Donc on a obtenu de la direction de la pub de Citroën d'avoir la 2 chevaux tout de suite. Et c'est le début du voyage. On est parti donc officiellement du salon de l'auto à Paris, donc en octobre 58. On est arrivé à Perpignan, qui est notre ville de cœur, et où on vivait. Donc on a refait un départ officiel avec l'Automobile Club, et puis à Port-Vendre, parce qu'on a pris le bateau de Port-Vendre, donc c'est les Pyrénées-Orientales, jusqu'à Alger. À Alger, on a refait un départ officiel, évidemment, de la délégation générale à Alger. Et puis on est parti dans le désert, le Sahara. Là, ça y est, les officiels c'était terminé. On était enfin seuls avec nous-mêmes. Dans ce voyage, on a harné à 50 à l'heure, parce qu'il ne faut pas oublier que la 2 chevaux, on était victime de la pub d'une maison qui n'en faisait pas, et la 2 chevaux pour faire un tour du monde, c'est un peu de geste, parce qu'elle perd beaucoup de ses qualités quand elle est chargée. Une 2 chevaux vide, c'est une merveille. Vous traversez le désert, ça vole, c'est souple, c'est léger, ça rebondit, c'est une sauterelle, quoi.
mais alors chargé, et on était chargé au minimum, à tel point que quand on lisait un bouquin dans le Sahara, on arrachait les feuilles au fur et à mesure pour alléger la voiture, quoi. Des trucs de fou. Et le désert, croyez-moi, ça n'est pas drôle. Il commence là, très exactement au dernier poteau télégraphique. Allô, allô, la France ne répond plus. La civilisation s'arrête. Ah non, elle continue. Notre première halte, le snack bar. On allait très lentement, par exemple dans les zones de désert où il y a ce qu'on appelle la tôle ondulée, avec des petites barres comme ça sur le sol, comme des petits rails de 2 cm de hauteur. Il fallait arriver à l'aise assez vite pour voler au-dessus. Mais nous on arrive, on est là, on claquait des dents. Il fallait tous les soirs revisser les boulons, ça se dévissait. C'est tout droit, toujours tout droit. Et après, point de suspension. À la sortie du Sahara, en Niger, en passant les vitesses, tout d'un coup il n'y a plus de vitesse. Et on a édenté, comment ça s'appelle, le planétaire, je crois, dans la boîte à vitesse, qui était édenté, et une dent est venue crever le carter. Ainsi se termine l'expédition de Jean-Claude Baudot et Jacques Séguéla. Donc Séguéla est resté sur place pour garder la voiture. Je suis parti en camion stop avec le moteur sur le camion. Pendant ce temps, Séguéla attend. À Zender, on a trouvé un concessionnaire Citroën, enfin un agent Citroën. Et là, coup de peau, il avait eu la même panne 6 mois avant. Il a eu 3 mois à avoir les pièces, il les a fait devenir en double. Donc il nous a remis les planétaires, ça a duré 24 heures, il a brasé le carter, et je suis revenu en stop, ça a pris 3 jours quand même. Et puis on a remonté toute la mécanique. Il faut dire qu'on n'y connaissait rien, hein. On prenait le bouquin de réparation Citroën, on disait tu prends la clé plate de 12, on regardait la clé plate de 12, et tu tournes dans les aiguilles d'une montre, dans le sens on regardait la montre et on tournait, c'était à ce niveau-là. Bon. Arrivé au dernier moment, on a tout remonté quand même. Il manquait un gros boulon qui tenait l'embrayage centrifuge. Bon, un peu, et puis ça n'avait pas en double. C'était un gros boulon. On le cherche partout, etc. Et puis on voit un des gars qui était là, c'était un Peul qu'il avait mis accroché à son oreille. Et alors on voulait le récupérer, il n'a pas voulu nous donner, donc on a commencé à s'énerver. Il y a eu un attroupement de Peul, on a dit ça va tourner vinaigre. Donc on a essayé d'être plus gentil, mais il ne voulait pas nous le rendre. Et puis on a eu l'idée, on s'est dit, ben, on va te l'échanger contre une dizaine de boulons. Alors il y a des tas de boulons qu'on avait, qui étaient des gros boulons machin, mais ça ne nous gênait pas. Et on a échangé notre boulon d'embrayage centrifuge contre contre tous ces autres boulons, et on a pu repartir. Moi, je dois tout à la 2 chevaux. Si je n'avais pas connu la 2 chevaux et si elle ne m'avait pas emmené comme ça à l'autre bout du monde, ben je serais aujourd'hui pharmacien, qui n'était pas du tout ma vocation. C'est un très beau métier, qui n'était pas du tout ma vocation. Je serais à Perpignan, qui n'était pas non plus le pays où je pouvais laisser cette imagination, cette folie qui est en moi, et puis ce besoin de conquérir le monde qui ne peut trouver sa vraie force qu'à partir de Paris. Et j'aurais complètement changé de vie. C'est à la fois la 2 chevaux et le voyage. Et ce que m'a apporté la 2 chevaux, c'est de pouvoir le faire
par moi-même, responsable et unique responsable du voyage, en toute liberté. Et au lieu de le faire comme un gosse de riche, de le faire comme un gosse des rues. C'était une voiture de la rue. La pire des aventures s'est passée dans le désert d'Akatama. Donc je ne sais plus dans quelle ville, je fais le plein de tout, de vivres, d'essence, on part, et je fais une vraie bêtise. J'oublie de revisser correctement le bouchon de carter d'huile. Et on fait 300 ou 400 km, l'huile finit par gicler totalement du carter, bruit de Kessel, on s'arrête, plus une goutte d'huile. Bon, je dis c'est pas grave, je vais prendre de l'huile dans la réserve d'huile. Deuxième faute, alors totalement impardonnable, j'avais oublié aussi de remplir la réserve d'huile. Bon, c'est pas grave, on se couche, on fait du feu, il est très très froid, et notre combine c'était de faire chauffer les pierres et on les mettait dans nos sacs de couchage, c'est une sorte de bouillotte géante, on se mettait dedans, complètement enfermé, enroulé dans du papier journal. La nuit se passe, le lendemain matin, on va comme à nos occupations et puis on commence à paniquer, personne. Deuxième nuit arrive. Alors là, on veille à tour de rôle, si jamais on entend quelque chose, personne. Troisième jour, personne. Et au début de l'après-midi, on dit, mais maintenant on ne va pas rester là, il faut qu'on ait deux, parte à pied. Mais on ne savait pas s'il y avait 50, 100, 200 km à faire. Et au moment de partir, arrive un Chilien. Il était déjà au Chili, tout noir, avec une sorte de besace sur son épaule. On l'accueille, on lui offre du thé, des biscuits, et vaguement, on lui explique ce qui nous arrive. Il éclate de rire, il ouvre sa besace, il sort une banane, il épluche la banane, il la met dans le carter, une deuxième banane dans le carter, une troisième banane dans le carter, et il nous dit, hop, on démarre. Et on a fait avec lui, parce qu'on a profité pour l'amener avec nous, 300 km à la banane. Elle crée une complicité immédiate avec le monde. Donc c'était pas un tour du monde, c'était un tour des humains du monde. Et donc il ne se passait pas de jour sans qu'il nous arrive des choses extraordinaires, simplement parce qu'on était en deux chevaux. C'est parce que cette voiture ne ressemblait à rien d'autre, et surtout pas à une voiture, qu'elle est devenue un objet de légende. Et ce que l'on peut reprocher aujourd'hui, c'est que, comme toutes les voitures sont faites par des ordinateurs et plus par des ingénieurs fous, des poètes ou des inventeurs, elles sortent toutes des mêmes attentes du consommateur et à quelques traits près, elles ont la même gueule. Et si aujourd'hui on avait le courage de refaire des deux chevaux, des coccinelles ou des Ford T, qui ressemblaient à un canard, mais je suis sûr qu'on réinventerait l'automobile. Mais il faut du courage, et puis il faut de l'imagination, et puis il faut de la passion. Les solutions techniques retenues pour la deux chevaux en font un engin extrêmement robuste et extrêmement fiable, et du coup certains parmi ses premiers utilisateurs n'ont pas hésité à partir très loin et même à partir autour du monde. Et même si elle n'avait pas été prévue pour ça au départ, elle a été capable d'emmener des explorateurs partout. 5 continents, 8 déserts, 50 pays, 250 km par jour, 350 nuits à la Belle Étoile, 2247 heures au volant de cette voiture et 100 000 km parcourus. Voilà le premier tour du monde d'une voiture française. C'est bien beau tous ces jeux de mots, monsieur Baudot, mais le téléspectateur n'a pas 2 ans, lui, pour faire le tour du monde.
D'ailleurs, 100 000 km, c'est pas un peu long pour boucler un tour du monde qui habituellement en fait 40 000 ? Ben, on a fait tous les continents, si vous voulez. On a fait Alger-le-Cap, donc toute l'Afrique de haut en bas. On a traversé en bateau jusqu'à Rio. De Rio, on est descendu à Buenos Aires. On a traversé la cordillère des Andes. On est arrivé au Chili. On a remonté toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale avec un petit saut en bateau parce qu'il y avait une zone où la panaméricaine n'était toujours pas construite. Quand je dis la panaméricaine, à l'époque, elle était en terre battue, hein, bon, sur des milliers de kilomètres. Puis on est arrivé aux États-Unis. La voiture était au bout du rouleau. Il y a un Américain qui allait dire, qui a tapé sur l'épaule, ah, bon, formidable, mais c'est vous qui l'avez construite, quoi. Ils ont cru que ça avait bricolé la bagnole. Dans un voyage comme ça, ce qui compte le plus, c'est de ne pas avoir de panne. Et ce qui compte le plus, c'est de pouvoir pousser la voiture. Quand on a traversé la cordillère des Andes, à l'époque il n'y avait pas de route, c'était une piste incroyable. Les derniers kilomètres, on les faisait en marche arrière, en ayant démonté les quatre portes et la malle arrière, en ayant tout enlevé de la voiture, parce que sinon elle ne montait pas. Dans le désert d'Atacama, qui est un désert terrible, c'est un désert de sol ondulé. Bon, maintenant c'est goudronné, mais c'était terrible à passer. Elle ne dépassait pas les 50 km à l'heure, qui nous a créé un vrai problème, parce que quand on est arrivé aux États-Unis, notre rêve c'était d'aller sur une autoroute. Ça n'existait pas en Europe. Et donc on a pris la première autoroute qui se présentait. Et au bout de 10 minutes, on a été arrêté par les flics, mais en plus, déjà comme dans les films, placardé au mur, etc., comme si on avait... Moi j'ai cru qu'ils pensaient qu'on avait volé cette voiture qu'ils ne connaissaient pas. Pas du tout. Ils nous ont arrêtés pour délit de non-vitesse. Pas d'excès de vitesse, de non-vitesse. L'extraordinaire de cette voiture, c'est qu'on a réussi à faire 130 000 km, à traverser 50 pays, à traverser 8 déserts, sans être capable de dévisser un boulon. Nous, on n'est pas les héros de ce voyage, c'est elle. Sans elle, on n'aurait jamais pu le faire. C'est elle qui nous a conduits, c'est pas nous qui l'avons conduite. C'est elle qui a encaissé tous les coups. Nous, on a toujours été protégés par elle. Ça a l'air d'une petite carcasse de fer blanc comme ça, pas du tout. Hein, c'est un monstre de sécurité, la 2 chevaux. Les voitures aujourd'hui, où elles jouent aux riches, où elles vous font peur, où elles sont sans intérêt. Citez-moi aujourd'hui une voiture souriante. Il n'y en a pas. C'est une voiture qui porte, elle est fétale. On est comme dans le ventre de sa mère. Donc elle porte à la complicité aussi entre les deux voyageurs. C'est une voiture qui, dans sa conception, est la seule voiture de marketing de bon sens. Tout dans la voiture est affaire de bon sens. Les voitures d'aujourd'hui, elles ont remplacé l'intelligence humaine par celle des ordinateurs et tout est compliqué. Rien n'est réellement profondément humain. C'est une voiture qui a une âme.